Bonjour Margot. Bonjour Didier. Tu collectes et assembles des récits et des témoignages que tu déploies en différents médiums, installation, radio, édition, vidéo, performance. Ton travail met en espace les voix, les images et les archives et enquête sur les conditions de nos relations et les limites de nos systèmes. Peux-tu, s'il te plaît, nous présenter ton travail d'artiste et ce qui le caractérise ? Alors, ma pratique, elle part d'une méthodologie qui est celle de l'enquête. Donc, je m'intéresse aux contextes dans lesquels on évolue en tant que groupes sociaux, les humains. Qu'est-ce qui pousse à nous parler? Qu'est-ce qui pousse à travailler ensemble? Et en fait, ces enquêtes que je mène, elles se focalisent sur différents contextes. Donc, soit des contextes de travail, des appétences relationnelles, des actualités politiques voilà, des actualités qu'on traverse tous et toutes ensemble. Et donc mon travail essaye de rendre compte de ces réseaux relationnels-là, à la fois en les documentant de manière assez objective, dire voilà ce qui se passe ici, pourquoi, et pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi les gens se parlent ainsi, etc. Mais aussi d'essayer de parfois connecter les personnes les unes aux autres et du coup avoir une pratique artistique, ce qu'on va appeler socialement engagée, donc de travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément artistes, donc avec des dynamiques proches de la co-création, d'arriver avec voilà, une envie de territoire, une envie de s'ancrer dans un territoire, une envie de travailler un sujet précis et de voir quelles personnes évoluent à l'intérieur de ces territoires ou de ces contextes, de ces sujets, et de travailler avec ces personnes pour produire des œuvres, mais aussi produire des relations. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois évidemment ce qui va naître, à savoir une œuvre en elle-même, mais aussi tout le processus qui va pouvoir être documenté tout au long de ces moments de co-création, les moments de rencontre, les moments de recherche, les moments d'enquête, là où on va accumuler de la matière, comment on la traite, comment on l'articule entre elles, quel débat ça fait naître, et puis ensuite comment on décide ce qu'on en fait, quel type de forme ça fait naître. Donc ça c'est un peu pour le côté méthodologique et comment je travaille. Après ça prend des formes assez diverses comme tu l'as dit. Il y a surtout deux pôles un peu dans mon travail, à savoir l'édition, le livre, à la fois en tant qu'objet assez attendu, consensuel, enfin, voilà, on sait à peu près ce que c'est qu'un livre, mais aussi comment on peut l'éclater, le mettre en exposition, avoir une écriture parfois non linéaire aussi, se dire, bah voilà, c'est pas parce qu'un livre est numéroté de la page 1 à la page 240 que c'est comme ça qu'il faut le lire, parfois c'est plus découpé que ça. Et puis, la deuxième partie de mon travail, ça tourne beaucoup autour de la création sonore et donc des relations qui se tissent entre les pratiques éditoriales et les pratiques de radio ou de création sonore. Comment on passe de la voix au texte, comment on peut laisser percevoir un accent, une manière de parler, une identité orale à travers le livre, mais aussi comment on peut décrire des images, décrire des sensations, décrire des choses visuelles à travers la création sonore. Le collectif d'agit-prop féministes Acne Flashers a documenté les luttes féministes et les conditions de travail des femmes et mères ouvrières dans les années 1970-1980 à Hackney, à Londres. C'est un sujet sur lequel tu as travaillé et que tu articules à ton séjour de recherche au Bel Ordinaire. Je te laisse nous parler de ce collectif et de ton séjour au Bel Ordinaire. Alors, j'ai rencontré les pratiques de ce collectif grâce à une chercheuse, une historienne de l'art qui s'appelle Camille Richer, que j'ai rencontrée pendant que j'écrivais mon diplôme de fin d'études aux Beaux-Arts, où je cherchais des exemples d'artistes ou de collectifs d'artistes qui ont eu des pratiques qui ont eu une effectivité sur des réalités politiques. Je me demandais comment est-ce que, en tant qu'artiste, je peux avoir un geste qui sort de la représentation, qui va dans le monde, entre guillemets, qui a une conséquence sur le monde social.
Et donc j'ai fait voilà, une enquête pour ce projet de diplôme, et dans cette enquête, j'ai rencontré Camille qui, elle, a mené sa propre enquête autour de ce collectif qui s'appelle les Hackney Flashers, qui était donc un collectif de 9 femmes qui vivaient à Hackney, donc à Londres, qui était un quartier populaire, un peu l'équivalent de Belleville à Paris aujourd'hui, si on veut, mais qui, voilà, il y a beaucoup d'usines, c'est un quartier d'ouvrières. Et elles ont documenté la vie des ouvrières de Hackney pour militer. C'était vraiment le premier geste qu'elles avaient envie d'opérer, c'était de documenter la vie de ces ouvrières pour montrer les écarts de salaire qui différenciaient les femmes et les hommes qui travaillaient dans ces mêmes usines. Pour documenter aussi les doubles journées de travail des femmes qui travaillaient donc dans les usines et à la maison. Donc c'était un peu les premiers gestes militants de Wages for Housework, donc les premières militantes féministes qui ont milité pour le travail, pour la visibilité du travail gratuit des femmes. Et donc cette méthodologie des Hackney Flashers a été un peu le début de ma recherche au BO. Donc à partir de cette rencontre que j'ai faite avec Camille et avec ce collectif, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui nous pousse à prendre la parole, à ce qui a poussé ces femmes à prendre la parole à ce moment-là, et à effectuer des gestes directs dans leur quartier, dans leur réalité. Leur idée, ce n'était pas de documenter les vies de ces femmes pour en faire des séries de photographies et les montrer dans des expositions, mais de documenter la vie de ces femmes et de les exposer dans les endroits qui étaient réellement fréquentés par ces personnes, par ces femmes, par les maris de ces femmes, etc. Donc dans les crèches, dans les hôtels de ville, dans les lieux qui sont pas des lieux de monstration d'art, mais des lieux quotidiennement fréquentés par ces personnes. Et donc moi j'ai voulu partir de cette pratique, à savoir documenter le réel, le transformer en matière artistique si on veut, mais ne pas l'injecter dans des lieux d'art, mais l'injecter plutôt dans des lieux de travail, dans des publications, enfin en tout cas dans des espaces qui vont être accessibles par tout un chacun. De le mettre un peu dans les situations, ces situations qu'on voit donc dans le matériel documentaire. C'est ça, exactement. En fait, ça rejoint une terminologie que Camille avait identifiée dans le travail de ce collectif, qui est la pratique de l'exposition démocratique, où du coup, dans la manière que ces femmes avaient d'exposer des documents, c'était une manière pour elles de rendre l'image de ces femmes à ces femmes et ne pas les déplacer dans un endroit dans lesquels elles ne sont pas ancrées concrètement. Alors revenons toujours sur le sujet, mais revenons dans ton atelier si tu veux bien. Ouais. Et donc pendant ces semaines au BO, moi j'ai travaillé à partir d'autres documents, à partir de documents toujours, et je me suis intéressée à en fait, quelles sont les structures, les dispositifs qui permettent ou qui régissent l'apparition de la parole. Donc je me suis intéressée à des questions d'architecture, à des questions de journalisme, à des questions déontologiques. Enfin, en fait, par quels canaux la parole passe pour exister et pour arriver aux endroits là où elle peut transformer des choses politiquement. Donc, je suis partie de choses très domestiques comme la table, le formulaire, le questionnaire, des choses qu'on appelle les objets frontières, qui sont des objets que tout un chacun peut lire. Une table, on sait à quoi ça sert. Un fascicule, on sait qu'on doit le remplir. C'est des choses qui sont naturelles, intériorisées. Et ensuite, je suis partie un peu de manière rhizomatique d'essayer de faire l'inventaire des espaces par lesquels la parole passe pour qu'elle puisse arriver à des endroits d'effectivité politique. Quelle parole doit faire quel parcours pour qu'une loi puisse être votée, pour qu'un article puisse sortir, pour qu'une parole puisse être légitimée. Donc ça peut paraître assez éloigné des méthodes de ce collectif dont je me suis inspirée, mais en fait c'était un peu une manière pour moi de retracer le parcours de la parole de ces femmes, de comprendre quel héritage elles ont pu laisser, où est-ce qu'on en est aujourd'hui,
Donc ici, j'ai fait une première passe de recherche iconographique, documentaire, bibliographique sur tous ces chemins par lesquels la parole passe. Donc à la fois des choses très formelles comme l'architecture, des manières de se placer, des manières de se raconter, des gestes, des déplacements. Et puis après, je suis partie plutôt vers des choses plus proches du coup de formes de militance ou de démonstration pour essayer de porter la parole à des endroits politiques pour changer des formes d'injustice ou de discrimination. Et donc ça me fait une sorte de premier chemin de fer d'un premier prototype de livre avec un ensemble d'interlocuteurs, interlocutrices que j'aimerais rencontrer pour produire une première série d'entretiens, alimenter ce livre. Et à partir duquel il peut y avoir aussi une série d'ateliers à imaginer avec des publics qui ont des rapports à la parole différents et donc des manières de se l'approprier très différentes. Et donc de créer une sorte de livre protocole comme une sorte de grande carte ou de mode d'emploi avec plusieurs entrées et qui puisse ensuite être interprété de manière assez différente en fonction des publics auxquels il s'adresse. D'accord. Donc, à l'horizon de tout ce travail sur ce collectif et en passant par ton séjour de recherche, à l'horizon, c'est une édition qui se profile. Ouais, plutôt une édition et puis qui puisse servir de protocole pour plusieurs ateliers de co-création que je suis en train d'imaginer. D'accord. Je te remercie, Margot. Et merci à toi.